Lorsque les soldats britanniques ont pris d'assaut les plages de Normandie en juin 1944, ils portaient un fusil qui avait déjà près de 50 ans. Le short magazine Lee Enfield, conçu en 1895 et officiellement adopté en 1907, restait l'arme standard des forces du Commonwealth. Pendant ce temps, leurs adversaires allemands maniaient le carabineur 98K, un descendant affiné de la légendaire mécanique Mauser, perfectionné pendant des décennies. Sur le papier, cela n'aurait pas dû fonctionner. Le fusil allemand était plus précis, à longue distance, plus moderne dans ses matériaux, et représentait pour de nombreux experts en balistique l'apogée du design des fusils à verrou. Pourtant, les soldats britanniques qui capturaient des armes allemandes sur le champ de bataille les rejetaient fréquemment pour conserver leur Lee Enfield. Ce n'était ni de la nostalgie, ni de l'entêtement, mais un pragmatisme né de l'expérience du combat. L'histoire du Lee Enfield commence dans les années 1880, lorsque l'armée britannique comprend qu'elle en a besoin d'un fusil à répétition, utilisant de la poudre sans fumée. James Paris, Lee-inventeur, écossais-canadien, a conçu un système révolutionnaire de boîte chargeur amovible. Combiné au rayage mis au point par la Royal Small Arms Factory d'Enfield, il donna naissance au magazine Lee Enfield, entré en service pour la première fois. Pendant la Seconde Guerre des Boers, il évolua au fil de plusieurs itérations, jusqu'à voir apparaître en 1907 le short magazine Lee Enfield Mark III, l'emblématique essai Molus, qui servira durant 2 guerres mondiales et d'innombrables conflits coloniaux. Ce qui a maintenu ce fusil en service pendant près d'un siècle ne tient pas à une caractéristique unique révolutionnaire, mais à un ensemble de choix de conception pratiques privilégiant ce qui compte réellement au combat. La pensée militaire standard de l'époque mettait l'accent sur la précision à longue portée. Les armées européennes étaient obsédées par l'idée de toucher des cibles à 800, 1000, voire 1500 yards. Les Allemands, en particulier, étaient fiers de leurs tirs de précision, et leurs fusils Mauser reflétaient cette philosophie avec des canons plus longs et des tolérances d'usinage plus serrées. Les Britanniques adoptèrent une approche différente. Avec le SMLE, ils raccourcirent le canon à seulement 25,2 pouces, rendant l'arme plus maniable dans les tranchées et les véhicules. Ils acceptèrent une légère baisse de précision à longue distance, car leurs études de combat montraient que la plupart des engagements d'infanterie se déroulaient à moins de 300 yards. C'était une hérésie pour les théoriciens militaires européens, mais la réalité de la guerre de tranchées, à partir de 1914, leur donna raison. La conception du verrou à verrouillage arrière du fusil fit lever bien des sourcils chez les spécialistes des armes. La plupart des fusils militaires dont le Mauser utilisait un système à verrouillage avant ou des tenons, près de la chambre, encaissent la pression du tir. Sur le Lee Enfield, les tenons se trouvent à l'arrière de la culasse, ce qui le rendait théoriquement plus faible et moins précis. Les critiques soutenaient que cette architecture n'égalerait jamais la précision d'un Mauser. Ils avaient raison sur un pas de tir, mais les champs de bataille ne sont pas des stands de tir, et la conception du Lee Enfield apportait des avantages qui comptaient davantage que de grignoter quelques centimètres sur les groupements à 600 yards. La course de culasse plus longue, imposée par le verrouillage arrière, rendait en réalité le cycle plus rapide, et la mécanique se montrait plus tolérante à la saleté et aux débris. En 1939, lorsque la Grande-Bretagne se retrouva à nouveau en guerre contre l'Allemagne, le SMLE était théoriquement obsolète. Pourtant, la production s'intensifia au lieu de décroître. Des usines en Grande-Bretagne, en Inde et en Australie en fabriquèrent des millions de plus.
Les commandants britanniques ne s'accrochaient pas à la tradition. Ils savaient que ce qui brille dans un manuel d'ingénierie ne se traduit pas toujours par une supériorité au combat. L'armée britannique avait un standard d'entraînement qui semblait impossible la première fois que les recrues l'entendaient. Chaque soldat était censé tirer 15 coups ajustés par minute avec le Lee Enfield à verrou. Les plus doués pouvaient pousser jusqu'à 30 coups. On appelait cela la Mad Minute folle. Et ce n'était pas une démonstration de temps de paix. C'était une doctrine tactique fondamentale qui allait sauver le corps expéditionnaire britannique dans les premiers mois de la Première Guerre mondiale. Le 23 août 1914, près de la ville belge de Mons, environ 70 000 soldats britanniques firent face à près de 160 000 Allemands. Ces derniers s'attendaient à une victoire rapide contre ce qu'ils pensaient être une petite force dépassée. Au lieu de cela, ils se heurtèrent à un mur de feu si intense que les commandants allemands crurent affronter des mitrailleuses camouflées. Ils se trompaient, c'étaient des fantassins britanniques qui faisaient exactement ce pourquoi ils avaient été entraînés. La mécanique du SMLE était spécifiquement conçue pour la vitesse. La poignée de culasse était inclinée à 60 degrés au lieu des 90° que l'on trouvait sur la plupart des fusils militaires. Cette course de culasse plus courte signifiait moins de mouvement entre les tirs. Les mains du tireur restaient dans une position naturelle, sans rotation excessive du poignet. Le verrou à verrouillage arrière du fusil obligeait le tireur à armer le percuteur lors de la fermeture, plutôt qu'à l'ouverture, ce qui paraissait plus intuitif en tir rapide. Lorsqu'on ouvrait la culasse, la douille vide s'éjectait en douceur, sans la résistance liée à la compression du ressort principal, permettant de se concentrer entièrement sur le chambrage de la cartouche suivante. Ce système combiné à un entraînement intensif transformait chaque soldat en une véritable plateforme de tir redoutable. L'instruction de tir britannique était sans doute la plus exigeante au monde. Les recrues passaient des semaines sur les champs de tir avant d'aborder d'autres aspects du combat. Elles apprenaient à tirer debout, à genoux, assises ou allongées. Elles s'exerçaient au changement rapide de chargeur jusqu'à pouvoir insérer un chargeur plein de 10 cartouches en moins de 3 secondes. Elles s'entraînaient à estimer la distance à l'œil et à ajuster leurs hausses en conséquence. Le système de visée à échelle du SMLE, bien qu'il paraisse archaïque comparé aux conceptions allemandes, se révélait en réalité plus rapide à régler sous stress. Il suffisait de basculer un levier de faire glisser la hausse jusqu'à la marque de distance souhaitée, puis de la verrouiller. Pas d'ajustement minutieux, pas de réflexion superflue, seulement de la rapidité pratique pour le combat. L'épreuve de qualification dite des Mad Men exigeait de toucher une cible de 12 pouces à 300 yards 15 fois en 60 secondes. Cela impliquait de recharger en plein exercice tout en maintenant la précision. Les soldats capables de réaliser 20 impacts obtenaient le statut de tireur d'élite. Le légendaire sergent-instructeur Snoxall aurait atteint 38 impacts en 1 minute lors d'une démonstration en 1914, bien qu'il eût un assistant lui passant des chargeurs préchargés. Le but n'était pas de battre des records, mais d'ancrer un réflexe musculaire si profond que le tir rapide et précis devienne automatique, même sous le stress et le chaos du combat. À Mons, les troupes allemandes avançant en formation furent fauchées à des distances où elles ne pouvaient pas riposter efficacement. Les rapports d'après-combat décrivent des compagnies entières stoppées, net par ce qu'elles croyaient être un feu nourri de mitrailleuses. En réalité, des sections de 8 à 10 tireurs britanniques produisaient cette cadence de tir. Un lieutenant allemand capturé plus tard dans la semaine déclara aux interrogateurs qu'il avait compté la cadence et estimé que son unité faisait face à au moins 20 mitrailleuses.
Ils ne pouvaient concevoir que des fusils à verrou puissent générer une telle puissance de feu. Les Britanniques ne disposaient pourtant que de 4 mitrailleuses par bataillon à Mons. Le reste n'était que fusils d'entraînement et la capacité de tir rapide du SMLE remplissant parfaitement son rôle. La guerre de tranchées fut un cauchemar pour les concepteurs d'armes. Tout ce qui paraissait élégant dans un atelier d'essai devenait un handicap face à la réalité du front occidental. Les fusils passèrent des jours, voire des semaines exposés à la pluie, à la neige et à la boue corrosive des Flandres, une boue argileuse lourde qui s'infiltrait dans chaque interstice. Les soldats ne pouvaient pas entretenir leurs armes comme le recommandaient les manuels de temps de paix. Pas d'armurerie chauffée, pas d'espace propre, pas de matériel de nettoyage adéquat. On faisait avec ce qu'on avait l'humidité qu'on pouvait essuyer un chiffon si on en trouvait un, et l'huile qui restait d'il y a plusieurs semaines. Dans ces conditions, le Lee Enfield excellait. Tandis que des fusils plus avancés tombaient en panne, son secret résidait dans sa tolérance mécanique. Les tolérances de fabrication britannique étaient délibérément moins serrées que les normes allemandes. Les pièces avaient plus de jeu, plus d'espace entre les surfaces mobiles. Pour un ingénieur soucieux de précision, cela semblait être un signe de fabrication médiocre. Pour un soldat dans une tranchée, c'était la différence entre un fusil qui fonctionne et un fusil qui se transforme en massue. Quand la boue ou la glace pénétrait dans le mécanisme, les jeux généreux du Lee Enfield permettaient encore de manœuvrer la culasse. Certes, le mouvement pouvait paraître rugueux, mais il restait fonctionnel. Le Mauser 98K, avec ses tolérances serrées et ses tenons de verrouillage, avant situés précisément là où s'accumulaient les débris près de la chambre, se bloquait et s'enrayait. Les soldats allemands tentaient désespérément de dégager leur culasse, tandis que les Britanniques continuaient à tirer. Le système on-closing, c'est-à-dire l'armement du ressort principal à la fermeture, apportait un autre avantage vital. Le ressort n'était comprimé qu'en fin de cycle, ce qui réduisait l'effort nécessaire à l'ouverture. Si le mécanisme commençait à se gripper sous l'effet de la saleté ou de la corrosion, le soldat pouvait encore forcer, pour ouvrir la culasse, dégager la douille coincée et continuer à combattre. Le Mauser, avec son système on-opening, obligeait à lutter contre la pression du ressort tout en tentant de débloquer les tenons encrassés. Dans les conditions glaciales, lorsque le métal se contractait et que toute humidité se transformait en glace, cette différence devenait cruciale. Durant l'hiver 1917, les troupes britanniques rapportèrent que leurs fusils continuaient de fonctionner, alors que les armes des prisonniers allemands étaient gelées et inutilisables. Les prisonniers n'avaient pas entretenu leurs fusils plus mal que les Britanniques. Ils possédaient simplement des machines moins tolérantes. La résistance à l'eau du Lee Enfield n'était pas un hasard. Le chargeur du SMLE comportait un dispositif appelé « cut-off », permettant d'utiliser le fusil en mode coup par coup, tout en gardant le chargeur plein en réserve. Plus important encore, le puits du chargeur était percé de trous de drainage. L'eau qui s'y infiltrait pouvait s'écouler, au lieu de stagner autour des cartouches et provoquer de la corrosion ou des incidents d'alimentation. Le Mauser, avec son chargeur interne, alimenté par des lames chargeurs, ne possédait pas ce système d'évacuation. L'eau qui pénétrait dans le mécanisme y restait se mélangeant à l'huile d'arme et aux résidus de poudre pour former une pâte corrosive. Les armuriers britanniques, récupérant les armes allemandes après les grandes offensives, remarquèrent souvent que les Mauser capturés présentaient rouille et oxydation à l'intérieur du puits de chargeur, même lorsque le métal extérieur semblait intact. Le bois du fusil
contribuait également à sa fiabilité d'une manière contre-intuitive. La crosse du SMLE était faite de noyers, souvent de noyers indiens, un bois relativement tendre, qui absorbait les chocs sans se fendre. Quand les soldats utilisaient leurs fusils comme outils pour planter des piquets de tranchées, ouvrir des caisses de munitions ou briser la glace, la crosse du Lee Enfield survivait à ces abus, alors que le hêtre plus dur, utilisé sur de nombreux Mauser, se fissurait facilement. Une crosse fendue n'était pas un simple défaut esthétique, elle compromettait la précision et, dans les cas extrêmes, rendait l'arme dangereuse à tirer. Les rapports de l'ordnance britannique lors de l'offensive de la Somme indiquèrent que les Lee Enfield revenus à l'atelier présentaient beaucoup moins de ruptures de crosse catastrophiques que les fusils allemands capturés soumis à un usage similaire. L'action du Mauser 98 est souvent qualifiée de plus réussie de tous les fusils à verrou de l'histoire et à juste titre. La conception de Paul Mauser en 1898 devint le modèle que des dizaines de pays copièrent ou adaptèrent. Son extracteur à alimentation contrôlée saisissait la douille dès qu'elle quittait le chargeur, la guidant en douceur vers la chambre. Les deux tenons de verrouillage, avant situés directement au niveau de la chambre, offraient un soutien maximal là où la pression était la plus forte pendant le tir. Le sélecteur de sécurité à 3 positions permettait d'ouvrir la culasse avec la sûreté enclenchée pour décharger l'arme. Sur le papier et sur le pas de tir, le Mauser représentait le sommet du génie mécanique dans la conception des fusils à verrou. Les soldats allemands étaient formés à être des tireurs d'élite et leur arme reflétait cette priorité à la précision. À 600 yards, un tireur allemand expérimenté avec un Kar 98K surpassait régulièrement un soldat britannique équipé d'un Semleu. Mais les guerres ne se gagnent pas à 600 yards sur un champ de tir connu. La force du Mauser était aussi sa faiblesse. Ses tolérances des lames serrées, garantes de la précision, rendaient le mécanisme moins indulgent. Le système d'alimentation contrôlé, bien que théoriquement supérieur en fiabilité, imposait à la culasse un trajet plus long et plus complexe. Il fallait lever la poignée à 90 degrés, tirer droit, en arrière, sur une distance importante, pousser la nouvelle cartouche vers l'avant, tout en s'assurant qu'elle s'engage bien dans l'extracteur, puis refermer en la tournant à nouveau. Chaque mouvement devait être délibéré et complet. Le moindre empressement entraînait un incident d'alimentation ou une double cartouche. Sous stress, avec les mains froides ou tremblantes, quand il fallait tirer immédiatement, cette complexité devenait un handicap. La doctrine militaire allemande insistait sur le tir précis et délibéré contrôle de la respiration-pression douce sur la détente visée correcte. Un soldat allemand devait faire mouche à chaque tir, surtout aux longues distances où la supériorité du Mauser se manifestait. Cette philosophie avait du sens à la fin du XIXe siècle, lorsque les affrontements se déroulaient à grande distance et que l'approvisionnement en munitions restait une préoccupation constante. Mais en 1914 et plus encore en 1939, la nature du combat d'infanterie avait changé. Les armes automatiques assuraient désormais le feu continu, l'artillerie dominait le champ de bataille et le rôle du fantassin consistait de plus en plus à réagir rapidement, à courte portée, exactement là où les avantages du SMLE se révélaient décisifs. La différence pratique se voyait dans le taux de tir. Un soldat allemand entraîné pouvait tirer environ 10 à 12 coups précis par minute avec le Kar 98K. C'était honorable supérieur à la moyenne des autres armées équipées de fusils similaires, mais cela restait la moitié du standard britannique.
Dans une fusillade de 2 minutes, un soldat britannique pouvait envoyer 30 cartouches vers la cible, tandis que son homologue allemand en plaçait 24 au mieux. Ces 6 cartouches supplémentaires représentaient autant de pertes potentielles infligées à l'ennemi ou de tirs de suppression, maintenant les têtes ennemies baissées. Multipliez cela à l'échelle d'une section, et la différence devenait décisive. Les tactiques des petites unités allemandes durent s'appuyer davantage sur leurs excellentes mitrailleuses MG-34 et MG-42 pour fournir le volume de feu que les sections britanniques pouvaient générer avec leur seul fusil. Le canon plus long du Mauser, 23, 6 pouces contre 25, 2 pouces pour le SM Leus, lui conférait une vitesse initiale supérieure et une trajectoire plus tendue à longue portée. Les tireurs d'élite allemands appréciaient pour cela le calibre Kayan IS-8, mais pour le fantassin moyen, ce surcroît de précision était perdu. Des études de combat menées pendant les 2 guerres mondiales montrèrent de façon consistante que la plupart des soldats ne pouvaient pas exploiter la portée maximale précise de leur arme une fois soumis au stress du champ de bataille, le bruit, la confusion, la peur et l'épuisement physique dégradaient la visée bien plus que n'importe quelle limite intrinsèque de l'arme. Le SMLE était suffisamment précis, aux distances où se déroulaient réellement les combats, et sa vitesse de fonctionnement importait davantage que la précision théorique précision qu'en tout cas la plupart des soldats ne parvenaient pas à réaliser. La capacité du chargeur paraît un détail technique mineur, jusqu'au moment où vous vous retrouvez dans une fusillade et devez compter vos cartouches. Le Lee Enfield contenait 10 cartouches dans un chargeur amovible. Le K98K n'en tenait que 5 dans un chargeur interne, alimenté par lame chargeur. Cet avantage 2 contre 1 changeait fondamentalement les modes de combat. Quand une section britannique ouvrait le feu, elle pouvait soutenir la cadence 2 fois plus longtemps avant de devoir recharger, et quand elle rechargeait, changer de chargeur. Prenait environ 3 secondes avec un mouvement entraîné, lâcher l'ébauche vide, insérer la neuve armère. Un soldat allemand rechargeant son Mauser devait ouvrir la culasse, positionner une lame chargeur de 5 cartouches dans la gorge, pousser les cartouches d'un coup de pouce jusqu'à ce qu'elles entrent dans le magasin, extraire la lame vide, puis chambrer la première cartouche. Même un tireur bien entraîné mettait 6 à 8 secondes, en supposant que la lame s'alimente sans coincer. Les calculs du combat de petites unités font que cette différence de capacité se multiplie au cours d'un engagement. Une section d'infanterie britannique standard comptait 10 hommes en combat prolongé. Tous les fusils tirant la section pouvaient fournir 100 cartouches avant que quelqu'un ne doive recharger. Une escouade allemande, comparable de 10 hommes, ne pouvait livrer que 50 cartouches si l'engagement durait 2 minutes et que les 2 camps maintenaient leur cadence d'entraînement. La section britannique envoyait environ 300 cartouches, tandis que l'escouade allemande en plaçait 200 à 240. Il ne s'agissait pas seulement de consommation de munitions, c'était la continuité du feu qui importait. Pendant que les Allemands rechargeaient, les Britanniques continuaient à tirer. Cette pression soutenue maintenait l'ennemi sous suppression, l'empêchait de manœuvrer et créait des opportunités de contournement ou d'avancée. Le système de chargeurs amovibles conférait aux Britanniques une flexibilité tactique que les magasins internes ne pouvaient égaler. On pouvait porter des chargeurs chargés dans des poches sur l'équipement prêt à l'emploi. L'ordre de bataille britannique standard comprenait 2 pochettes contenant chacune 5 chargeurs de 10 cartouches, 50 cartouches en chargeurs facilement accessibles, plus 50 cartouches supplémentaires en bande pour recharger les chargeurs durant les accalmies. Cela signifiait qu'un soldat
pouvaient tirer 50 coups visés en moins de 4 minutes, sans avoir à manipuler des cartouches isolées. Les soldats allemands portèrent leurs munitions en poche, conçues pour les lames chargeurs, ce qui était efficient pour la conception du Mauser, mais impliquait que chaque recharge nécessitait la manipulation de petites lames métalliques sous stress. Si une lame tombait dans la boue ou l'herbe, ces 5 cartouches devenaient difficiles à récupérer et à utiliser. La fonction cut-off du chargeur apportait encore une couche de praticité. En engageant la coupure, on transformait le SMLE en fusil, coup par coup, tout en gardant le chargeur plein en réserve. Utile lorsqu'il fallait économiser les munitions, mais rester prêt à fournir un tir rapide à tout instant. On pouvait abattre des cibles une à une, en alimentant manuellement la chambre, puis relâcher instantanément la coupure et disposer de 10 coups si la situation dégénérait. Le Mauser n'avait pas d'équivalent. On utilisait soit le magasin, soit on introduisait des cartouches une par une, sans transition fluide entre les modes. Recharger sous pression révélait un autre avantage: l'ouverture du puits du chargeur du SMLE était généreuse et chanfreinée. Même dans l'obscurité, ou épuisé et tremblant, on pouvait guider un chargeur en place au toucher. Le verrou du chargeur était situé là où le doigt servant la détente atteignait naturellement, en modifiant la prise pour la recharge, une pression, et le chargeur vide tombait, inséré, poussé, jusqu'au clic, et on était de nouveau en action. Une simple pression, et le chargeur vide tombait librement. On insérait le nouveau, on poussait jusqu'à entendre le clic, et on était de nouveau prêt à tirer. Le chargeur interne du Mauser signifiait qu'il n'y avait rien à retirer ni à insérer, ce qui pouvait sembler un avantage jusqu'à ce qu'on réalise que cela voulait aussi dire aucune option de rechargement rapide. Une fois les 5 cartouches tirées, il fallait réalimenter lentement, cartouche par cartouche ou lame par lame. Les soldats allemands envièrent le système de chargeur britannique, même s'ils restaient fiers des autres qualités de leurs fusils. Le soldat Harold Bolton, du Royal Warwickshire Regiment, écrivit à sa famille, en octobre 1914, racontant un épisode curieux après la première bataille d'Ypres. Sa section avait pris d'assaut une position allemande et trouvé plusieurs fusils Mauser abandonnés en excellent état. Les hommes les examinèrent avec intérêt professionnel. C'étaient après tout les armes que la propagande allemande vantait comme supérieures à tout ce que possédaient les Britanniques. Le sergent de Bolton, un militaire de carrière, fort de 12 années, de service actionna la culasse du Mauser, visa à travers le canon, puis le rendit avec un simple commentaire: « Belle arme pour tirer le dimanche. Je garde mon Lee Enfield pour tuer des Allemands, merci. » Les fusils capturés furent remis au quartier général, et chaque homme de la section conserva son SMLE. Ce scénario se répéta tout au long des 2 guerres mondiales. Après chaque grande bataille, les troupes britanniques et du Commonwealth avaient l'occasion de récupérer des armes allemandes. Certains en gardaient comme souvenir, d'autres utilisaient les munitions capturées lorsque leurs réserves s'amenuisaient. Mais lorsqu'on leur donnait un vrai choix, les soldats préféraient massivement leur Lee Enfield. Le caporal Jack Thomas, qui combattit en Afrique du Nord avec la 8e armée, tint un journal ayant survécu à la guerre. Dans une entrée de janvier 1943, après les combats autour de la ligne de Marette, il décrivit comment son peloton fouilla un dépôt allemand. Ils prirent les munitions, la nourriture même, quelques pistolets mitrailleurs, MP40, mais laissèrent les fusils Car 198K capturés. Thomas écrivit: « Les gars n'échangeront pas leurs fusils. Ceux des Boches sont jolis, mais les nôtres tirent plus vite, et c'est ce qui compte quand ils courent vers toi. »
Le lieutenant William Douglas Holm du Royal Armoured Corps nota ces observations dans des lettres plus tard publiées. Après avoir interrogé des prisonniers allemands en Normandie en juillet 1944, il releva leur respect pour la précision et la cadence de tir britannique. Un sergent allemand lui confia par l'intermédiaire d'un traducteur que son escouade était convaincue d'avoir affronté des armes automatiques lors d'un engagement près de King. Quand Douglas Holm lui expliqua qu'il s'agissait de fusils à verrou, le sergent refusa d'y croire. Au début, il avait compté le rythme des tirs et affirma qu'aucun fusil à verrou ne pouvait maintenir un tel volume de feu. Douglas Holm sortit alors un SMLSE et lui fit une démonstration de la Mad Minute. Le sergent, écrivit-il, afficha un mélange de respect et d'irritation profonde d'avoir été battu par ce qu'il considérait comme un équipement obsolète. Les témoignages n'étaient pas uniquement britanniques. Les soldats de l'armée indienne, qui constituaient une large part des forces du Commonwealth, étaient tout aussi attachés au fusil qu'ils appelaient le .303 d'après son calibre. Le sepoy, Gyan Singh, de la 4e division indienne, écrivit en Pendjabi à sa famille pour raconter la campagne d'Afrique orientale contre les forces italiennes en 1941. Son unité avait capturé des fusils Carcano italiens et des Mauser allemands, utilisés par des troupes coloniales. Singh raconta avoir essayé un Mauser et l'avoir trouvé trop lent pour le combat bon, seulement pour le tir de précision. L'armée indienne utilisait le Lee Enfield depuis 1905 et des soldats du Northwest Frontier à la Birmanie louaient unanimement sa fiabilité et sa rapidité. Ces troupes combattaient dans des conditions extrêmes, chaleur désertique, humidité de moussons froids des montagnes, et leurs récits soulignaient sans cesse que le SMLAE fonctionnait, quand d'autres fusils échouaient. Les soldats australiens, réputés pour leur pragmatisme, se moquaient des règlements. Si quelque chose marchait mieux, ils l'adoptaient. Le sergent Bill Griffiths, qui combattit à Tobruk et à El Alamein avec la 9e division australienne, conserva des notes qui servirent de base à un mémoire d'après-guerre. Il y décrivit comment le matériel allemand capturé était constamment évalué. Les Australiens adoptaient volontiers les grenades à manche allemande qu'ils trouvaient supérieures aux bombes Mills britanniques pour certaines tâches. Ils récupérèrent des optiques et des mitrailleuses allemandes. Mais Griffiths nota que durant tout son service en Afrique du Nord, puis dans le Pacifique, il n'avait jamais vu un soldat australien échanger volontairement son Lee Enfield contre un fusil capturé. Son commentaire résumait tout. Ce foutu truc marche. Tire droit, tire vite. Pourquoi changer? Le désert nord-africain mit les armes à l'épreuve d'une manière qu'aucun champ de bataille européen n'aurait pu reproduire. Le sable s'infiltrait dans chaque mécanisme avec la persistance de l'eau. Les variations de température des nuits glaciales aux journées à 50 degrés ISO dilataient et contractaient les pièces métalliques. L'humidité des régions côtières se mêlait au sable pour former une pâte abrasive capable d'user les pièces mobiles en quelques semaines. Les forces britanniques, combattant en Libye, en Égypte et en Tunisie, de 1940 à 1943, découvrirent que le SMLE supportait ces conditions mieux que pratiquement tout autre fusil sur le théâtre d'opération. Les troupes allemandes respectaient la précision du Mauser, mais leur manuel de campagne comportait de longues sections sur l'entretien en milieu désertique, détaillant les procédures de spécial nécessaires pour garder le K-98K en état de fonctionnement. Les manuels britanniques, eux, se contentaient de recommander « secouer le sable et continuer à tirer ». Les tolérances larges, si critiquées par les ingénieurs, devinrent une bénédiction dans le désert,
Le sable qui bloquait les actions plus serrées du Mauser tombait simplement à travers les jeux généreux du Lee Enfield. Les troupes australiennes et néo-zélandaises à Tobruk combattirent au milieu de tempêtes de sable qui réduisaient la visibilité à la longueur d'un bras. Lorsque le vent se calmait, leurs fusils fonctionnaient encore. Les fusils Carcano italiens, utilisés par les forces adverses, se bloquaient souvent complètement après ces tempêtes et nécessitaient un démontage total. Même le Mauser réclamait un nettoyage approfondi avant de retrouver une fiabilité acceptable. Les rapports des armuriers britanniques pendant le siège de Tobruk mentionnent que des Lee Enfield revenaient à l'atelier avec du sable littéralement agglutiné dans le mécanisme, et pourtant la plupart restaient opérationnels au combat. Un rapport d'août 1941 décrit un fusil ayant tiré plus de 200 coups en 3 jours d'affrontement sans nettoyage et qui fonctionnait encore parfaitement lors de son inspection. La Birmanie et le théâtre du Pacifique imposèrent l'exact contraire des pluies de mousson torrentielles, une humidité de jungle qui maintenait le métal constamment humide et une boue rendant la Flandre presque sèche en comparaison. La 14e armée britannique, combattant en Birmanie de 1942 à 1945, opérait dans des conditions où le métal rouillait en une nuit et où les crosses en bois gonflaient sous l'effet de l'humidité. Les fusils Arisaka japonais, pourtant bien conçus, souffraient de l'humidité qui altérait le chromage de leurs canons et provoquait des incidents d'alimentation. Le canon non chromé du SMLE demandait un nettoyage plus fréquent, mais s'avéra moins sujet au piquage et à la corrosion qui affectaient les canons chromés lorsque leur revêtement se détériorait. Ces crosses, en noyer, absorbaient l'humidité sans les gonflements spectaculaires des bois plus denses employés par les Japonais ou certains Allemands. Les troupes britanniques, opérant dans l'Arakan et le long de la rivière Chindwin, passaient souvent des semaines sans accès à des installations d'entretien. Le sergent Charles Carfrey du Border Regiment décrivit son fusil après 3 semaines d'opération continue dans la jungle, début 1944. Le métal était tacheté de rouille superficielle, la crosse devenue presque noire à cause de l'humidité et des manipulations, le canon encrassé par des centaines de tirs sans nettoyage. Pourtant, lorsque son unité engagea les positions japonaises au col de Nakodok, le fusil fonctionna parfaitement. Carfrey écrivit qu'il avait vu des fusils japonais capturés en bien meilleur état esthétique, qui eux ne cyclaient pas correctement, l'humidité ayant affecté leur mécanisme trop serré et provoqué des incidents d'alimentation. L'Arctique constitua une autre épreuve. Les forces britanniques et canadiennes, opérant en Norvège en 1940, puis les troupes alliées en Europe du Nord, durant l'hiver 1944-45, affrontèrent des températures descendant sous 0 Fahrenheit. Les lubrifiants se transformaient en gel, le métal se contractait, l'humidité gelait instantanément. La solution allemande consistait à utiliser le moins d'huile possible et des graisses spéciales, pourtant froids, mais ces produits spécifiques n'étaient pas toujours disponibles en première ligne. La solution britannique plus simple était de retirer toute huile du mécanisme du Lee Enfield et de le faire fonctionner à sec. Sa conception lui permettait de tirer sans lubrification, même dans le froid extrême. Les troupes canadiennes, combattant dans l'estuaire de la Scheldt en novembre 1944, rapportèrent que leur Lee Enfield fonctionnait de manière fiable sous la pluie verglaçante et la neige fondue, alors que les fusils des prisonniers allemands étaient gelés et inutilisables. Le système on-closing demandait moins de force pour ouvrir la culasse, un détail crucial lorsque le métal se contractait sous l'effet du froid et que chaque mouvement exigeait un effort supplémentaire. La longévité du Lee Enfield
raconte une histoire qui contredit la sagesse conventionnelle en matière de technologie militaire. Entré en service en 1895, comme magazine Lee Enfield, il évolua en short magazine Lee Enfield SMLE en 1907 et demeura l'arme standard de l'infanterie britannique et du Commonwealth pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Mais son histoire ne s'arrêta pas en 1945. L'Inde continua de fabriquer des Lee Enfield jusqu'aux années 1980. Le fusil vit encore le combat en Corée, en Malaisie, au Kenya, à Suez et même au Malouine. Les Rangers canadiens de l'Arctique utilisaient toujours la version Nomo 4 MKI jusqu'en 2015, soit 120 ans après l'apparition du premier modèle Lee Enfield. Aucun autre fusil militaire à verrou n'a connu une telle longévité. Le Mauser 88K, malgré son excellence technique, fut remplacé quelques années après la défaite de l'Allemagne. Le Springfield 1903, américain, l'Arisaka japonais, le Mosin Nagant soviétique, tous furent retirés du service en l'espace d'une génération après la Seconde Guerre mondiale. Seul le Lee Enfield persista. Cette longévité ne relevait ni de la nostalgie, ni de l'inertie bureaucratique. Elle traduisait la reconnaissance du fait que ce fusil avait réussi l'essentiel, là où cela comptait vraiment, au-delà des simples spécifications techniques. Les Britanniques n'avaient pas cherché à construire le fusil le plus précis, ni le plus finement usiné. Ils avaient voulu un fusil optimisé pour le combat d'infanterie réel, un tir soutenu rapide, une fiabilité dans les pires conditions, et une simplicité d'emploi sous le stress. Ces priorités pouvaient paraître presque banales face à l'élégance mécanique du Mauser, mais elles se révélèrent bien plus précieuses que la précision qu'un soldat moyen n'exploitait de toute façon jamais. Le SMLE incarnait une philosophie, l'efficacité sur le terrain, prime, sur l'excellence sur le papier. Le développement moderne des armes légères militaires n'a cessé de réapprendre les leçons du Lee Enfield. Les premiers échecs du fusil M16 au Vietnam vinrent en partie de ces tolérances trop serrées qui le faisaient s'enrayer dans la jungle, le même problème que connaissait le Mauser dans la boue et le sable. La solution fut d'assouplir les tolérances et d'ajouter un revêtement chromé appliquant des principes que le SMLE avait déjà mis en œuvre dès 1907. La fiabilité légendaire de la K-47 provient de ces jeux mécaniques généreux qui lui permettent de fonctionner même rempli de terre, exactement ce qui rendait le Lee Enfield efficace dans les tranchées 70 ans plus tôt. La doctrine militaire contemporaine met aujourd'hui l'accent sur le volume de feu et l'engagement rapide à courte distance plutôt que sur la précision à très longue portée, la même philosophie qui avait poussé la Grande-Bretagne à privilégier la Mad Minute plutôt que la précision à 9 milliards. L'histoire de ce fusil offre des leçons bien plus larges sur la technologie et l'acquisition militaire. Une ingénierie sophistiquée ne garantit pas la supériorité au combat. Le Mauser était objectivement plus élaboré, alimentation contrôlée, double verrouillage, avant métallurgie supérieure. Mais la sophistication engendre la complexité, et la complexité engendre les pannes. Le Lee Enfield triompha grâce à sa simplicité et sa tolérance, ses tolérances larges, son verrouillage arrière et sa manipulation intuitive en faisaient une arme plus simple à utiliser et plus difficile à briser. Les soldats n'avaient pas besoin d'être des armuriers experts pour la maintenir opérationnelle. Et c'était crucial, car les guerres sont menées par des appelés et des réservistes, pas uniquement par des professionnels. Une arme qui ne donne son plein potentiel qu'entre les mains d'un expert vaut moins qu'une autre, qui fonctionne correctement entre les mains de n'importe qui. La leçon économique est tout aussi essentielle. Le Royaume-Uni produisit environ 17 millions de Lee Enfield
entre 1895 et les années 1950. Le procédé de fabrication utilisait des outils plus simples et un usinage moins précis que celui requis par le Mauser. Résultat des usines montées plus vite, une formation des ouvriers plus rapide et des coûts réduits. Durant la Seconde Guerre mondiale, quand la capacité industrielle déterminait la taille des armées équipées, la facilité de production du SMLE devint un atout stratégique. L'Allemagne produisait d'excellents fusils, mais jamais en quantité suffisante. La Grande-Bretagne, elle produisit des fusils assez bons, en quantité suffisante, pour armer non seulement ses propres forces, mais aussi les mouvements de résistance et les nations alliées à travers le monde. Des armes adéquates, en nombre suffisant, valent mieux que des armes supérieures en nombre limité. Le Lee Enfield prouva que vieux ne signifie pas obsolète et que moderne ne veut pas dire meilleur. Il prouva qu'il est plus important de comprendre comment les soldats combattent réellement que de se focaliser sur la performance théorique. Et surtout, il prouva que la meilleure arme n'est pas celle qui gagne les concours d'ingénierie, mais celle qui continue à tirer quand toutes les autres ont échoué, celle à laquelle les soldats font confiance et qui les ramène vivants à la maison. La préférence du Tommy britannique pour son fusil dépassé face aux armes modernes allemandes n'était pas de l'entêtement, c'était de la sagesse.